Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc petite introduction avant le début de la vidéo. Ce que je vais faire en fait sur cette vidéo-là et sur les prochaines, c'est que je vais à la fin de cet article vous remontrer en fait les images que je vais vous passer, que j'ai générées, et je vous expliquerai exactement qu'est-ce que ça illustre exactement, avec beaucoup plus de précision pour que vous ayez une meilleure compréhension en fait finalement de ce que je vous montre en fait en images, hein, parce que je peux concevoir que c'est pas forcément évident de comprendre à chaque fois chaque illustration que je vous montre. Allez, je vous embête pas plus longtemps et je vous laisse avec votre épisode. Ciao ciao. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série des trous noirs. Donc là, on va finir le point 3 donc avec les découvertes majeures. On va parler un peu des premières images directes du trou noir qui est au centre de notre galaxie et de la découverte aussi récente et des avancées technologiques en observation sur ces fameux trous noirs. Et après, bien évidemment, on continuera sur le point 4, les trous noirs dans l'univers. Vous allez voir que ça va devenir un peu plus conséquent en matière d'information. Donc plongeons dans l'univers fascinant des trous noirs en mettant l'accent donc sur les premières images directes obtenues de ces objets célestes mystérieux, ainsi que sur les découvertes récentes et les avancées technologiques qui ont révolutionné notre manière d'observer ces phénomènes astronomiques. Alors, la première image donc directe d'un trou noir, en fait un jalon monumental dans l'histoire de l'astronomie, a été capturée donc par l'Event Horizon, le télescope EHT, et qui illustre non seulement donc le pouvoir de la collaboration internationale, mais aussi l'ingéniosité technique et scientifique humaine. Le EHT, en fait, n'est pas un télescope unique, mais un ensemble de télescopes radio répartis à travers le monde, et qui fonctionnent ensemble pour créer un télescope virtuel de la taille de la Terre. Cette méthode, en fait, qui est connue sous le nom d'interférométrie, à très longue base, donc on le prénomme VLBI, elle permet d'atteindre en fait une résolution inégalée, suffisante en fait pour observer un objet aussi compact et éloigné qu'un trou noir supermassif. Donc le trou noir en fait en question se trouve au centre de la galaxie M87. C'est une galaxie massive dans l'amas de la Vierge, et il est situé à environ 55 millions d'années-lumière de la Terre. Les trous noirs eux-mêmes ne peuvent pas être observés directement, je le répète souvent, à cause de leur nature. Ils sont si denses que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper de leur gravité une fois passé l'horizon des événements. Et ce que l'EHT en fait a capturé, c'est en fait l'ombre du trou noir contre l'arrière-plan de son disque d'accrétion lumineux. J'ai déjà parlé des disques d'accrétion dans les épisodes précédents, n'hésitez pas à y aller. Donc un anneau de gaz en fait et de poussière qui est chauffé à des températures extrêmes en spirale autour d'un trou noir avant d'être englouti. D'ailleurs, je parle aussi dans les podcasts précédents de pourquoi ça crée de la lumière, pourquoi ça se comporte de cette façon, quoi. L'anneau brillant en fait que nous voyons donc sur l'image, c'est en fait la lumière qui a été courbée par la forte gravité du trou noir. Et donc selon la relativité générale d'Einstein, la gravité peut courber l'espace-temps et donc la lumière qui se déplace à travers cet espace-temps courbé et suit une trajectoire courbée. Voilà. Ce phénomène en fait connu sous le nom de l'antigravitationnel est ce qui nous permet en fait de voir la silhouette en fait du trou noir. Son ombre elle est projetée contre l'éclat du disque d'accrétion. La création de cette image donc n'a pas été une mince affaire parce qu'il a fallu synchroniser les télescopes autour du globe avec une précision incroyable et extrême, et collecter en plus des quantités massives de données, donc des pétaoctets, et puis les combiner avec des algorithmes complexes pour produire l'image au final, ça demande un travail de fou. Et ce processus a non seulement exigé une coopération internationale, donc sans précédent, mais a également poussé les limites de notre technologie de traitement de données. Et oui, l'image du trou noir en fait, donc de M87, ça a confirmé déjà plusieurs prédictions de la relativité générale, notamment l'existence même de l'ombre du trou noir, et ça a fourni de précieuses informations sur la nature et le comportement des trous noirs supermassifs. Parce qu'on avait vu dans les précédents podcasts qu'il y avait plusieurs types de trous noirs. Et en fait qui sont pensés justement à jouer un rôle crucial dans la formation et l'évolution des galaxies.
Cette image, en fait, c'est la preuve visuelle, en fait, que les trous noirs existent réellement et fonctionnent conformément aux théories de la physique et que nous avons développées pour les comprendre. C'est un exploit, en fait, qui, jusqu'à récemment, était relégué aux mathématiques et puis aux simulations informatiques. On va voir un petit peu les découvertes récentes et les avancées technologiques en observation de ces fameux trous noirs. Puisque depuis cette première image historique, les avancées technologiques en matière d'observation des trous noirs n'ont cessé de progresser, et ça ouvre la voie à des nouvelles découvertes. Et vous allez voir qu'on va parler un peu de l'amélioration de ce fameux télescope, le HT. Donc suite à sa première réalisation historique, de capturer l'image d'un trou noir, il n'a cessé en fait de se perfectionner. Cette quête d'amélioration a pris plusieurs directions, notamment l'élargissement de son réseau par l'intégration de nouveaux télescopes et l'affinement de ses techniques et de traitement de données. Il me semble que j'avais fait un podcast là-dessus aussi sur les télescopes comme ça, d'interférométrie. Il faut que je vais faire une pause après et je vais regarder vite fait. Ces avancées en fait, technologiques et scientifiques ont pour but en fait, de peaufiner la résolution et la sensibilité de l'HT. Et c'est que ça ouvre la voie donc à des observations plus détaillées et la découverte de phénomènes astronomiques jusqu'alors insaisissables. Je vais mettre sur pause 2 minutes. Vous allez rien voir passer, mais je vais regarder vite fait le nom de l'épisode et je vous le donne. Donc voilà, je suis revenu. En gros, l'épisode, c'était l'hypertélescope d'Antoine Labeyrie, que je vous recommande grandement d'aller voir. Cet épisode, en fait, il est dans les hors-sujets, dans la playlist. Et je parle justement des miroirs collecteurs, des plateformes focales, des systèmes d'optique adaptative. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de technologie, en ce qui concerne l'interférométrie en tout cas, n'hésitez pas à aller voir cet épisode. Il est très condensé, il est très long, c'est comme un cours, on va dire entre guillemets quoi. C'est pas un cours parfaitement, mais il y a quand même pas mal de très bonnes informations. Donc n'hésitez pas à aller voir cet épisode. Voilà, je vais peut-être vous le mettre en description. Comme ça au moins vous êtes tranquille, vous cliquez dessus une fois que vous avez vu cet épisode, et après vous êtes tranquille. Allez, on continue. Donc du coup on va parler maintenant des ajouts, donc des nouveaux télescopes au réseau. Donc là on a parlé en fait de l'amélioration de l'EHT. Donc le fait effectivement d'augmenter sa résolution et sa sensibilité, en fait ça ouvre la voie donc à des observations plus détaillées et des découvertes de phénomènes astronomiques encore insaisissables. J'en étais là. Donc l'un des axes majeurs en fait de l'amélioration de l'EHT, en fait, il réside dans l'ajout de nouveaux télescopes au réseau existant. Et chaque télescope en fait supplémentaire apporte une augmentation significative de la résolution et de la capacité de collecte de données en fait du réseau global. Et ça, j'en parle vraiment bien effectivement dans l'hypertélescope d'Antoine Labeyrie. En effet, en fait, le HT il fonctionne sur le principe de l'interférométrie, donc à très longue base, où il y a plusieurs télescopes en fait qui sont répartis donc géographiquement, travaillant de concert pour simuler un télescope virtuel de la taille de la Terre. Donc c'est quand même c'est énorme. Et l'ajout de nouveaux télescopes, en fait, surtout dans des emplacements qui sont stratégiques, ça permet d'augmenter donc le nombre de paires de télescopes qui peuvent interagir. Et ça améliore aussi la finesse des détails que l'EHT peut résoudre. Cela équivaut à augmenter la puissance de zoom de l'EHT, en fait, qui rend des observations qui étaient parfois ou auparavant impossibles de pouvoir les observer, et maintenant ça sera possible. On va parler aussi des améliorations des technologies en fait, des traitements de données. Et donc l'autre pilier central en fait, de cette évolution pour l'EHT, c'est le perfectionnement des technologies de traitement de données. Les observations, en fait, elles génèrent des quantités massives de données qui doivent être synchronisées, combinées, travailler avec une intelligence artificielle et tout un tas de machines pour avoir une précision extrême pour créer une image cohérente. Et ça nécessite des algorithmes de traitement de données sophistiqués et puis des capacités de calcul informatique de haute performance. Et ces avancées en fait, dans ce domaine elles permettent non seulement de traiter des données existantes avec plus d'efficacité qui ont déjà été auparavant enregistrées, et ça réduit le temps nécessaire pour produire des images aussi. Mais aussi, ça permet d'améliorer les qualités des images produites. Après, plus l'IA est puissante, plus le PC est puissant, plus le serveur est puissant, plus il y a une capacité de génération rapide. Il y a des algorithmes donc plus avancés qui peuvent extraire des informations utiles de données qui, auparavant, auraient pu être considérées comme trop bruitées ou insuffisantes pour une analyse fiable. Mais grâce à l'IA, maintenant, voilà, vous voyez qu'on est capable quand même de retravailler en fait, des anciennes images. C'est pour vous donner l'analogie, des images de l'INA là, que vous avez de l'ancien, des années 50, 40, 30.
Et ben, maintenant avec l'IA, on peut reconstruire les images et faire des choses magnifiques, quoi. Parlons aussi maintenant des résultats des améliorations, on va dire, parce que grâce à ces améliorations, le HT en fait est devenu capable de produire donc des images avec une résolution encore jamais atteinte. Ça permet donc aux scientifiques d'étudier en fait des détails qui sont très fins en fait de la structure des trous noirs et de leurs environs en fait immédiats, hein, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, en fait, ces progrès, ils peuvent permettre une observation plus précise des jets relativistes, que vous avez aussi dans mes podcasts, ces puissants flux de particules injectés à des vitesses proches de celles de la lumière par certains des trous noirs, pas tous, hein. Et les disques d'accrétion, ces anneaux en fait de matière qui tourbillonnent autour d'un trou noir avant d'être engloutis. Vous voyez que les améliorations en fait apportées à l'EHT depuis sa première capture d'image du trou noir, elles représentent une avancée qui est significative dans la capacité à observer ces objets célestes mystérieux. Et en élargissant en fait le réseau et en peaufinant et en affinant les outils de traitement de données, eh bien, ça poussera l'EHT dans ses limites de ce qui est possible, hein, dans l'observation des univers, de notre univers, pardon. Et ça promet donc de nouvelles découvertes, hein, et une compréhension bien plus profonde des phénomènes extrêmes de l'astrophysique. Parlons aussi un petit peu des observations des disques d'accrétion. Alors, on a déjà parlé dans les podcasts précédents, mais on va revenir un peu dessus. En fait, c'est des structures fascinantes, hein, qui sont cruciales pour la compréhension des trous noirs et leur interaction avec l'univers qui est environnant. Donc ces anneaux de matière, hein, composés de gaz, de poussière et parfois de fragments de corps célestes déchiquetés, orbitent autour de trous noirs à des vitesses vertigineuses. Donc sous l'effet de la gravité intense du trou noir, cette matière elle s'échauffe à des températures extrêmes, c'est pour ça qu'on peut observer les disques d'accrétion, et ça émet donc des rayonnements sur un large spectre, notamment les rayons X en lumière visible. Pardon. Donc vous voyez, l'observation et l'étude de ces disques d'accrétion, ça offre aux scientifiques des informations précieuses sur la dynamique des trous noirs et des lois en fait physiques qui régissent l'univers dans des conditions les plus extrêmes. Donc on a des avancées technologiques et des observations des disques d'accrétion, puisque grâce au progrès de la technologie, hein, les astronomes en fait ils disposent maintenant d'outils plus performants pour observer ces disques d'accrétion. Donc les avancées en imagerie à haute résolution, les nouveaux instruments sensibles aux différentes longueurs d'onde du spectre électromagnétique, et les améliorations aussi dans les techniques de traitement de données, donc l'IA aussi, hein, les algorithmes qui permettent d'obtenir en fait des images plus détaillées et puis des mesures bien plus précises de ces fameuses structures. Donc on parle souvent, donc on va développer en fait avec le temps, au fil du temps, on développera des télescopes qui seront vraiment spécialisés, et puis des satellites qui seront vraiment faits pour ça, et donc qui seront tant terrestres que spatiaux, hein. Et ça jouera effectivement un rôle clé dans la quête, dans cette fameuse quête, hein. Et les satellites, par exemple, qui seront équipés de détecteurs de rayons X, par exemple, ils pourront observer en fait les émissions énergétiques de disques d'accrétion, et qui seraient en fait normalement bloqués par l'atmosphère terrestre. Et de même, en fait, les télescopes en fait qui sont équipés pour l'observation dans le spectre infrarouge peuvent percer en fait les nuages de poussière cosmique qui obscurcissent parfois notre vue des disques d'accrétion. Donc on a des techniques d'avancée, de traitement de données aussi pour préciser tout ça, parce que ça joue un rôle crucial en fait, hein, dans cette analyse, dans ces recherches. Les méthodes modernes en fait d'analyse de données, elles permettent donc aux chercheurs de séparer en fait les signaux faibles et complexes qui émanent en fait des disques d'accrétion, du bruit du fond cosmique. Donc ils arrivent à les différencier, et ça rend donc possible l'étude de structures jusqu'alors trop subtiles en fait pour être détectées. Et l'application en fait de l'IA et du machine learning, hein, bien sûr, au traitement de données, ça ouvre forcément des nouvelles lois pour l'interprétation de ces observations complexes. Et on le voit, hein, l'IA en ce moment, elle grandit de plus en plus, ça va de plus en plus vite. Donc vous voyez que le traitement des données, même qui sont vieilles de plusieurs années ou de plusieurs vingtaines d'années, pourront être traitées bien plus rapidement, bien plus efficacement, avec une meilleure précision. Voilà, ça permettra de résoudre pas mal de problèmes plus rapidement que prévu. On va parler aussi de l'impact en fait sur cette compréhension des trous noirs, parce que l'observation détaillée des disques d'accrétion, ça apporte donc des contributions significatives à notre compréhension des trous noirs, et ça permet d'étudier donc comment la matière se comporte sous l'effet d'une gravité extrême,
Et ça offre donc des insights en fait sur la physique de la relativité générale d'Einstein en pratique. Donc par ailleurs, ça donne des indications sur le processus d'accrétion par lequel les trous noirs s'alimentent et croissent, comment ils grandissent. Et quand on analyse en fait les variations de luminosité et du mouvement de matière au sein du disque, en fait, les scientifiques, en fait, maintenant, ils peuvent inférer en fait les masses des trous noirs et leur vitesse de rotation et même la structure de l'espace-temps dans leur voisinage immédiat, ce qui est incroyable. Donc l'amélioration finalement des capacités d'observation de ces disques d'accrétion, ça marque une avancée donc considérable dans l'étude des trous noirs. Notre compréhension est bien plus améliorée et le fait donc de percevoir un peu mieux ces objets célestes mystérieux, donc ça nous permet de comprendre de plus en plus de choses et ça met à l'épreuve un peu aussi nos théories physiques dans les conditions les plus extrêmes de l'univers. Alors on va parler un peu aussi de gravité quantique et d'ondes gravitationnelles. J'ai déjà parlé d'ondes gravitationnelles et d'un petit peu de gravité quantique, mais il y a un épisode sur les ondes gravitationnelles, ça c'est sûr, il est complet, vous pouvez aller dessus. La gravité quantique, je pense que j'en parlerai dans plus tard en fait. Il me semble que c'est dans le sommaire, il faudrait que je regarde. La découverte en fait des ondes gravitationnelles, elle représente l'un des plus grands accomplissements en fait de la physique du XXIe siècle, parce que ça confirme donc une prédiction clé de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui a été proposée il y a un siècle auparavant. Et donc les ondes gravitationnelles en fait sont des cercles, en fait des ripples, dans le tissu en fait de l'espace-temps, générés par des événements astrophysiques cataclysmiques. C'est un truc de ouf, tels que la fusion de trous noirs par exemple, qui est incroyable, des explosions de supernova aussi, qui est monumentale, ou le mouvement accéléré de masse importante dans l'univers. On va parler un petit peu aussi de LIGO, donc on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais on va y revenir un petit peu pour avoir une meilleure compréhension dans cet article. Les premières observations en fait directes des ondes gravitationnelles a été réalisées par LIGO, donc le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, j'ai un anglais incroyable, en septembre 2015. Et LIGO, en fait, il consiste en 2 gigantesques interféromètres, en fait, lasers, qui sont situés aux États-Unis et qui sont conçus, en fait, spécifiquement pour détecter les infimes changements dans la longueur des bras de l'interféromètre causés par le passage d'ondes gravitationnelles. Et cette détection, en fait, est un exploit technique et remarquable parce que les distorsions mesurées sont de l'ordre je l'ai écrit, du 1 10 millième du diamètre d'un proton. 1 10 millième du diamètre d'un proton, nécessitant donc une précision et une sensibilité extrême. Ça, c'est clair. Et donc, depuis cette première détection, en fait, il y a d'autres observations comme Virgo en Italie et Kagra, K-A-G-R-A, au Japon, qui ont rejoint en fait le réseau global en fait, de détection des ondes gravitationnelles. Et ça augmente en fait la capacité à localiser la source des ondes et à étudier leurs propriétés, et puis de travailler en collaboration avec tout un tas de gens autour du monde. Ça, c'est cool aussi. Donc, il y a les implications pour la gravité quantique et l'astronomie, bien sûr. On va en parler un petit peu. La détection des ondes gravitationnelles, donc, ça ouvre une nouvelle ère dans l'astronomie qui permet en fait aux scientifiques d'observer donc l'univers de manière entièrement nouvelle. Et contrairement à l'observation basée sur la lumière et puis d'autres rayonnements électromagnétiques, l'observation en fait des ondes gravitationnelles, c'est pas limité par la poussière cosmique ou les gaz qui peuvent obscurcir notre vue. Ça offre une vision claire des événements les plus violents et les plus lointains de l'univers. Et ces observations, elles fournissent donc les informations qui sont cruciales pour la nature de la gravité et les propriétés fondamentales d'un trou noir, notamment leur masse et puis leur spin. Ça permet également d'étudier des phénomènes inaccessibles jusqu'alors, ça on l'a déjà dit, tels que les trous noirs primordiaux, qui pourraient avoir été formés d'ailleurs juste après le Big Bang, bien avant les premières étoiles. Mais ça mérite un article un peu plus approfondi. Donc vers une compréhension plus profonde de l'univers. Alors on n'y est pas encore, mais les données recueillies grâce aux ondes gravitationnelles en fait sont essentielles pour tester les théories de la gravité quantique. Donc c'est un domaine de la physique théorique qui cherche à unifier en fait la mécanique quantique et la relativité générale. Mais bien que la gravité quantique reste largement théorique, les ondes gravitationnelles pourraient offrir des indices sur la manière dont l'espace-temps est quantifié ou sur l'existence même d'autres dimensions, c'est possible.
Donc vous voyez, la détection des ondes gravitationnelles, ça marque non seulement la confirmation d'une prédiction de la relativité générale, mais aussi le début d'une nouvelle ère d'astronomie, hein, ça faut le dire. Et ça permet d'étudier donc l'univers de manière plus directe et plus profonde, et offre la possibilité, la porte à de nouvelles découvertes sur la nature de la gravité, et la formation de l'univers et les propriétés des objets célestes les plus mystérieux et fascinants. Parlons un peu des simulations informatiques avancées. Donc parlons aussi maintenant des simulations informatiques avancées. Alors ça, c'est un sujet aussi passionnant. Ça mérite vraiment 2 ou 3 articles dessus là, mais vraiment spécialisés dans l'IA. Ça viendra peut-être. Les simulations en fait informatiques avancées donc, sont devenues une pierre angulaire en fait dans l'étude des trous noirs et de la cosmologie en général. Et ça agit comme un pont entre la théorie astrophysique et puis les observations réelles. Et grâce à la puissance croissante de calcul et aux avancées en programmation et puis en modélisation numérique, eh ben, les scientifiques peuvent aujourd'hui créer des modèles complexes de l'univers qui incluent des trous noirs, simulent leur formation, leur évolution et leur interaction avec leur environnement cosmique de manière extrêmement détaillée. D'ailleurs, on a des logiciels qui existent pour ça aussi, pour visualiser un peu l'univers, on va dire, en mode 3D. Celestia, par exemple, moi je suis un ancien, donc j'ai connu Celestia. Mais bon, il y a peut-être d'autres choses plus intéressantes. Mieux faites, quoi. Ensuite, quel est le rôle des simulations dans la compréhension de ces trous noirs? En fait, ça permet aux chercheurs d'explorer des scénarios variés qui concernent la naissance et la croissance des trous noirs. Donc, par exemple, elles aident à comprendre comment les premiers trous noirs supermassifs se sont formés peu de temps après le Big Bang et comment ils ont évolué pour se situer au centre de presque toutes les grandes galaxies. Pas toutes, mais la plupart. Et les modèles numériques, en fait, sont également cruciaux pour étudier la dynamique des disques d'accrétion et puis les jets relativistes émis par certains des trous noirs. Et ça offre des insights en fait, sur la manière dont la matière se comporte et puis comment elle est consommée dans ces environnements extrêmes. Donc on peut aussi simuler des ondes gravitationnelles. Alors, les simulations en fait, elles jouent un rôle indispensable en fait, dans l'étude des ondes gravitationnelles générées par la fusion des trous noirs. Et les modèles informatiques, en fait, ils aident à prédire le signal d'ondes gravitationnelles attendu de divers événements de fusion. Donc, ce qui est essentiel en fait pour l'interprétation des données recueillies par les observatoires comme LIGO, je vais y arriver, et Virgo. Et bien, quand on compare en fait les formes d'ondes simulées par les observations, quand on compare ces différentes technologies ensemble et qu'on les assemble, eh bien, les scientifiques peuvent extraire des informations précises sur les masses, les spins et d'autres propriétés et informations des trous noirs qui sont en train de fusionner. Donc bien évidemment, c'est des avancées technologiques et puis des défis aussi qu'il faut prendre en compte. Les progrès en matière de simulation informatique ils sont directement liés aux avancées technologiques dans le domaine de calcul haute performance. En fait, l'utilisation des superordinateurs, ça permet de traiter en fait des ensembles de données de taille gigantesque et de réaliser aussi des simulations qui nécessitent des calculs complexes, vous pouvez le comprendre, avec une grande capacité de puissance de calcul. Mais malgré ces avancées, en fait, simuler précisément ces phénomènes, comme la turbulence dans les disques d'accrétion ou les détails fins des champs magnétiques près des trous noirs, ça reste un défi majeur, vous pouvez comprendre ça. Et les chercheurs, en gros, ils continuent d'améliorer les algorithmes de simulation et des modèles physiques pour surmonter ces fameux obstacles. Donc la contribution à la science astrophysique, ça aussi c'est important d'en parler. Les simulations informatiques en fait avancées, eh bien, elles enrichissent considérablement notre compréhension de l'univers. Elles fournissent un cadre pour tester les théories de la physique dans des conditions qui ne sont pas réalisables dans les laboratoires terrestres. Et ça offre un moyen de visualiser et d'explorer en fait des phénomènes cosmiques complexes. En complément en fait, des observations, donc, elles permettent de construire une image, vous voyez, qui est cohérente de la formation et de l'évolution des trous noirs, et ça contribue ainsi à résoudre certains des mystères les plus profonds de l'astrophysique. Donc, à l'aube en fait, d'une ère nouvelle dans la quête de la connaissance humaine, les avancées en fait, révolutionnaires, tant dans le domaine de l'observation céleste que dans l'élaboration en fait, de théories cosmologiques, eh bien, ça continue de déplacer les frontières de l'imaginable, redéfinissant notre compréhension de l'univers infini qui nous entoure. Et au cœur de cette odyssée scientifique se trouvent les trous noirs, ces mystérieux colosses cosmiques, qui se révèlent en fait être des acteurs clés dans le grand théâtre de la cosmologie moderne. Et les progrès réalisés jusqu'à ce jour en fait, ne sont pas
que le prélude d'une symphonie grandiose. Ça promet de lever le voile sur des mystères plus profonds encore. Chaque nouvelle découverte autour des trous noirs, chaque avancée technologique ou théorique, n'est pas seulement en fait un pas de plus dans la compréhension de ces entités célestes fascinantes, mais aussi une célébration de la capacité humaine à surmonter les limites de son propre entendement. Et l'avenir se profile comme un horizon rempli de promesses, où les secrets les plus reculés de l'univers attendent d'être réveillés. Et cette quête incessante de savoir, est guidée par la soif insatiable de comprendre les fondements même de notre réalité, témoigne de l'esprit indomptable de l'humanité. Les trous noirs, en fait autrefois considérés comme de simples anomalies théoriques, eh bien, se dressent aujourd'hui comme des phares dans l'obscurité. Et ça illumine notre chemin vers des connaissances inédites et vers une compréhension plus profonde de l'architecture même de l'univers. Alors que nous nous tenons au seuil de découvertes encore inimaginables, l'ingéniosité humaine continue de tracer le chemin vers les étoiles, prouvant oui, que notre capacité à rêver et à explorer transcende en fait les frontières de l'imaginable. Et dans cette aventure cosmique, chaque énigme résolue, chaque secret dévoilé, renforce notre détermination à poursuivre cette quête épique, une quête qui, étape par étape, nous rapproche de la réponse ultime à la grande question de l'existence. Et dans ce voyage sans fin à travers le cosmos, les trous noirs, avec leur mystère et leur majesté, restent nos guides et nous mènent vers des vérités toujours plus vastes et merveilleuses sur l'univers et notre place au sein de ce vaste et énigmatique tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit épisode, qui était, par ma foi, qui était bien condensé. Nous avons terminé normalement pour la série des trous noirs, donc le point numéro 3. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Après, vous allez voir, ça va être un peu plus compliqué, bien condensé, on va dire. Là, les épisodes, en règle générale, ils font 15-20 minutes, quoi. Je pense que là, ils vont devoir durer un peu plus longtemps, ou alors il faudra que je les divise encore. Mais le point 4 et 5 sont assez complets. Et je me suis fait plaisir aussi avec le point bonus. Je vous ai fait un petit côté bonus, vous allez voir, un épisode bonus, où ça dure quasiment 1 heure, je pense. Mais il y a, on va dire, un regroupement en fait, de toutes les informations qui ont été dites tout au long de cette playlist. Et donc, on se retrouve de toute façon prochainement. Pour le prochain épisode, ça sera pour les Warp Drive. Et je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Prenez soin de vous. Ciao. Allez, donc du coup, je suis de retour et on va essayer de parcourir un peu toutes les images que je vous ai montrées durant cet article. On va essayer de les survoler un peu assez rapidement et je vais tenter de vous décrire un peu plus précisément ce qu'elle contient, qu'est-ce que ça illustre exactement. Voilà, là, je reconnais que c'est un peu fouillis pour ce début-là, c'est la première fois que je fais ça. J'essaierai d'organiser différemment mes articles pour pouvoir présenter peut-être à chaque fois les images que je présente. Donc là, la première image que vous avez tout de suite à l'écran, c'est donc la première image directe d'un trou noir. Et cette illustration, en fait, elle met en avant l'image historique capturée par l'Event Horizon Telescope, qui vous montre en fait l'anneau lumineux formé par la lumière courbée autour d'un trou noir contre le vide sombre de l'espace. Voilà. Ensuite, pour la deuxième image, donc vous avez l'observation des disques d'accrétion. Et en fait, cette image visualise en fait un disque d'accrétion, voilà, simplement, autour d'un trou noir. Et ça illustre la matière superchauffée, en fait, tournant à grande vitesse, et les émissions d'énergie. Et ça met en lumière la dynamique complexe de ces disques. Ensuite, je vous mets la troisième image, donc c'est la gravité quantique et des ondes gravitationnelles. Et cette illustration, elle représente la détection des ondes gravitationnelles par LIGO, et avec 2 trous noirs en fait qui fusionnent et émettent des ondulations dans le tissu en fait de l'espace-temps, ainsi qu'une représentation schématique de l'interféromètre de LIGO. Et la quatrième photo que je vous mets tout de suite, cette image en fait elle dépeint les simulations informatiques avancées utilisées en astrophysique pour modéliser en fait des trous noirs et leur environnement, et ça montre en fait un super ordinateur qui traite une simulation complexe avec des représentations graphiques d'un trou noir et de son disque d'accrétion sur les écrans de moniteur. Donc après, je vous mets rapidement ces deux belles illustrations qui représentent en fait une vision captivante de l'exploration humaine de l'univers,
avec un vaisseau spatial futuriste qui s'approche d'un trou noir massif et énigmatique au centre d'une galaxie, et autour du vaisseau, il y a un panorama de phénomènes cosmiques qui se déploient, nébuleuses, galaxies lointaines et étoiles, et ça symbolise en fait la quête inspirante de l'humanité pour percer les secrets du cosmos. Donc continuons maintenant avec les 4 prochaines images. Donc là ici, je vous montre donc ce qui devrait représenter le réseau mondial de l'EHT. Donc c'est un schéma détaillé du réseau Event Horizon Telescope et qui montre en fait la distribution globale des télescopes et de leur collaboration pour simuler un télescope de la taille de la planète grâce à la technique de l'interférométrie à très longue base, le VLBI. Et je trouve qu'elle est très sympathique cette photo. Ensuite, je peux vous montrer le processus d'accrétion autour d'un trou noir. Donc là, vous voyez normalement l'écran. Donc c'est une illustration en fait éducative qui détaille le processus d'accrétion autour d'un trou noir, avec les parties que vous voyez labellisées, qui comprenant en fait le disque d'accrétion et l'horizon des événements et les jets de particules éjectées. Ensuite, je vous mets cette image aussi qui est très belle, donc détecter et analyser les ondes gravitationnelles. Donc une sorte de diagramme complexe qui illustre le processus de détection et d'analyse des ondes gravitationnelles par des observatoires tels que LIGO et Virgo, et qui inclut les composants clés comme les interféromètres laser et le processus de mesure de distorsion de l'espace-temps. Ensuite, la 4e image, qui est ma foi aussi très très belle, c'est un système informatique de supercalcul pour simulation astrophysique, et c'est une représentation détaillée d'un système informatique de supercalcul utilisé pour des simulations astrophysiques qui mettent en évidence les divers composants d'une installation de supercalcul et comment ces composants travaillent ensemble pour traiter des simulations complexes de phénomènes cosmiques. Donc ensuite, pour les 4 prochaines, vous avez donc sur cette image ce qui représente en fait des composants principaux de l'interféromètre. Ce schéma en fait il montre les éléments centraux d'un interféromètre laser, y compris le séparateur de faisceau, les miroirs et le photodétecteur, en expliquant en fait le rôle de chaque composant dans la détection des ondulations infimes de l'espace-temps. Dans la deuxième photo, vous avez le séparateur de faisceau, et cette illustration elle détaille le fonctionnement d'un séparateur de faisceau dans un interféromètre laser, et ça montre comment il divise un faisceau laser en deux et les dirige à angle droit en fait, essentiel pour créer le motif d'interférence qui révèle en fait les distorsions de l'espace-temps. Ensuite, la 3e image, le système de miroirs. Et ce schéma en fait il présente les miroirs de haute précision donc situés aux extrémités des bras de l'interféromètre, et il souligne en fait leur importance dans la réflexion des faisceaux laser vers le séparateur de faisceaux et la nécessité de leur alignement et de leur qualité exceptionnelle pour maintenir la cohérence des faisceaux sur de longues distances. Ensuite, vous avez la 4e photo, c'est un photodétecteur, et ça représente une vue détaillée en fait du système photodétecteur qui illustre comment la capture et le motif d'interférence lorsque les faisceaux laser se combinent, détectent les variations infimes en fait, d'intensité lumineuse qui indiquent le passage d'ondes gravitationnelles, et les annotations en fait, qui expliquent la sensibilité et la complexité du photodétecteur, en fait, ça souligne sa capacité à enregistrer les distorsions spatiales minuscules causées par les ondes gravitationnelles. Allez, on continue avec les 4 prochaines images. Donc là, c'est un système laser, en fait, un schéma détaillé du système laser qui met en lumière sa structure et sa fonctionnalité, qui souligne les caractéristiques essentielles telles que la longueur d'onde, la puissance et la stabilité, qui est cruciale en fait pour la détection des ondes gravitationnelles. Ensuite, la 2e image, vous avez l'isolation des vibrations. Donc cette illustration, elle montre le système complexe d'isolation des vibrations conçu pour protéger l'interféromètre des vibrations terrestres et environnementales. Et ça détaille les suspensions pendulaires, comme on peut le voir, et les plateformes d'isolation sismique actives, et puis les systèmes d'amortissement aussi. Donc la 3e image que je vous mets tout de suite, c'est un diagramme complexe en fait du système de vide qui est utilisé dans des observatoires comme LIGO. Donc ça montre en fait l'interaction du faisceau laser avec les particules atmosphériques, et ça décrit en fait les tubes à vide, les chambres à vide, et les pompes qui maintiennent en fait un environnement à vide poussé. Et la 4e image aussi qui est incroyable, ce schéma en fait détaille les systèmes électroniques et de traitement du signal qui amplifient, filtrent et analysent les signaux reçus du photodétecteur, et ça convertit en fait les variations minimes d'intensité lumineuse en données interprétables en tant que qu'ondes gravitationnelles. Je vais y arriver. Et nous avons maintenant donc les 2 dernières images que je vais vous montrer.
La première, donc celle-ci, qui est un système d'injection de simulation. Ça détaille le système utilisé pour introduire des signaux stimulés, en fait, simulés pardon, dans le détecteur pour tester en fait, hein, et calibrer sa réponse aux ondes gravitationnelles. Et il montre les composants impliqués dans la génération et l'injection de ces signaux test. Ça souligne en fait le rôle crucial des injections de simulation pour assurer l'exactitude et la fiabilité, hein, de la détection des ondes gravitationnelles. Et dans cette image-là, vous avez les mécanismes d'alignement et d'ajustement. Et cette illustration, qui est très complexe, hein, comme vous pouvez le voir, ça détaille en fait les systèmes mécaniques et puis électroniques utilisés pour le réglage fin de l'alignement des miroirs et d'autres composants optiques, hein, qu'on a déjà parlé. Et ça met en lumière les actuateurs qu'on a déjà parlé, les boucles de rétroaction et les capteurs de position laser. Et ça explique en fait comment ces systèmes travaillent de concert pour maintenir la configuration optique de l'interféromètre à un niveau optimal, hein. Et une condition sine qua non en fait pour que les vaisseaux laser restent parfaitement alignés et cohérents sur de longues distances. Voilà. Donc vous voyez, ces schémas que j'essaie de créer, en fait, ça offre en fait une vision approfondie des technologies et puis des méthodes d'ingénierie de pointe qui sont nécessaires pour opérer et maintenir les détecteurs d'ondes gravitationnelles, des systèmes aussi laser en mécanisme d'alignement ou en passant par les dispositifs d'isolation des vibrations et les systèmes de vide. Chaque composant, comme vous pouvez le comprendre, en fait, comme vous l'avez compris, ça joue un rôle essentiel dans la capacité de ces instruments à détecter les subtiles ondulations de l'espace-temps qui marquent des avancées significatives, hein, dans notre quête pour comprendre cet univers qui nous entoure. Voilà, j'espère que cet article un peu conséquent vous a plu. J'essaierai de réorganiser la prochaine fois un peu mieux la façon dont je décris les illustrations, ce sera peut-être plus facile et plus agréable pour vous aussi. En tout cas, je vous dérange pas plus longtemps, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, prenez soin de vous. À bientôt, ciao.